Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter un cours de SMEC. Donc, le cours s'intitule, pour commencer, Analyse des fonctions de gènes. Pour cela, technique pour connaître le rôle d'une protéine ou d'un gène. On fait fusionner une protéine d'intérêt avec une protéine fluorescente, donc une PFI ou une GFP ou enfin bref, une protéine fluorescente qui dégage de la lumière et donc elle permettrait d'observer la localisation. Ensuite, on fait s'exprimer la protéine avec une mutation dans le domaine fonctionnel pour comparer l'activité avec la protéine d'intérêt. Puis ensuite, on observe comment elle se comporte. Puis ensuite, on fait une invalidation de l'expression des gènes grâce à deux techniques que l'on connaît, à savoir soit CRISPR-Cas9, soit la technique par mi-ARN. Par la suite, nous voyons les principes généraux de modification des génomes, modification localisée de séquences génomiques, ensemble de techniques visant à la modification du matériel génétique. On parlera de transgénèse. Le clonage, ou plutôt le vecteur d'expression. Donc le clonage se fait dans le plasmide et particulièrement dans la région MCS du plasmide. Pas d'origine de réplication et ou d'intégration du plasmide dans l'ADN-C. Ensuite, nous avons le virus ADN. Donc, pour séparer le virus, comme vous le savez, il a besoin d'une cellule hôte pour se reproduire parce qu'il n'est pas capable de le faire par lui-même. Donc, il va détourner l'appareil de transcription et faire répliquer son génome. Nous voyons ensuite les cellules banque ATC avec transfection par plasmide recombinant ou infection par virus recombinant. Tout cela se fait dans des organismes entiers. Clonage pour production des protéines de fusion. Alors, dans ce cas, on utilise les protéines fluorescentes GFP et RFP dont je vous parlais tout à l'heure. Puis, il faut savoir que la GFP a 3 acides aminés. GFP, c'est juste les initiales de Green Fluorescence Protein.
Donc, vous aurez une lumière verte. Et donc, comme vous l'aurez compris, ça permet de suivre la localisation de l'expression d'une protéine. Ensuite, création de mutations ciblées en plasmide, mutagénèse dirigée. Pour cela, on peut retenir MPV, donc induction de mutation dans des génomes de façon précise, donc M pour mutation, P pour précis, et le V, c'est qu'elles sont volontaires. C'est pas des petites mutations qui arrivent parce que vous leur avez balancé un petit peu du V à la tronche ou que ce soit. Elles sont volontaires. Ensuite, étape. Tout d'abord, une PCR, comme vous le connaissez, donc dénaturation, hybridation, polymérisation. Vous connaissez le topo, mais ce avec 2 amorces. Et les amorces, on peut envisager qu'elles soient utiles pour l'hybridation. Ensuite, parmi ces 2 amorces, il faut savoir qu'il y en aura une mutée. Puis ensuite, on emploie l'attaque polymérase. Dans le cas de P, pour reprendre l'anagramme précédent, lors de la polymérase, donc, on emploie une attaque polymérase qui va synthétiser en produisant la mutation. Par la suite, alors, faut savoir qu'il y aura éventuellement autre chose, à savoir digestion par DPNL qui clive que 6-méthylation, puis élimination du plasmide parental. Invalidation de gènes par recombinaison. Inhibition de l'expression par interférence aérienne. Donc, tout d'abord, parce que nous venons d'entamer l'invalidation de gènes par recombinaison, il faut savoir que, tout d'abord, il y a un ARN interférent qui forme des boucles grâce à DROCHA. Il est exporté dans le cytoplasme par l'exportine 5, exportine, c'est normal. Et ensuite, Dixer va séparer les 2 brins. Pour ma part, Dixer, je le retiens assez bien, puisque si vous connaissez les aventures de Buzz l'éclair, les années jeunesse, eh bien, il y a un petit robot qui s'appelle Dixer et qui est un robot, on va dire, séparateur, tordeur, je ne sais quoi. Par la suite, il les charge dans le complexe risque. Donc, hybridation, homologie imparfaite
Donc là, dans le cas de l'homologie imparfaite, pas d'expression de la protéine cible normale puisque elle n'a pas été entre guillemets tordue, donc elle n'a pas acquise de conformation spéciale particulière. Et donc, si elle n'a pas de conformation, elle n'a pas d'expression de protéine. Enfin, la protéine ne s'exprime pas. En revanche, homologie parfaite, donc là, elle peut être clivée comme il se doit. Et dans le cas présent, c'est clivage de l'ARNM aux extrémités non complémentaires. Passons ensuite à inactivation et modification du gène par recombinaison. Tout d'abord, le plasmide avec gène de résistance à l'ampicilline doit être présent avec séquence homologue du gène que l'on veut modifier. Ajout de gènes mutés, puis enfin recombinaison homologue. Ensuite, clonage de STAT5B. Donc, pour cloner STAT5B, on va prendre le fragment, l'introduire dans le plasmide PCDNA3, puis enfin, on va mettre ce plasmide dans une cellule eucaryote. Stratégie générale, car là on vient d'écrire globalement ce que l'on va faire. Donc tout d'abord amplification par PCR de la séquence codante de la protéine STAT5B. Donc en gros on cherche à en avoir un maximum. Puis ensuite clivage du plasmide PCDNA3 afin de permettre l'insertion du fragment STAT5B. Oui, parce que en règle générale, les plasmides sont des boucles et les boucles fermées. Donc il est impossible d'y entrer d'autres gènes. Si l'on compare le plasmide à un collier de perles, alors on ouvre le collier pour permettre l'insertion d'une nouvelle perle qui est STAT5B. Puis ensuite ligation ou insertion de STAT5B. Donc comme je le disais, on ajoute STAT5B, donc on ajoute une perle. Puis transformation dans Escherichia coli compétente, parce que toutes les Escherichia coli ne vont pas supporter d'avoir un plasmide. Pour cela, on va y sélectionner avec, on va chercher plutôt le plasmide chez les Escherichia coli compétentes en mettant dans le milieu de vie des bactéries des antibiotiques, puisque l'on a eu l'intelligence de mettre des facteurs de résistance aux antibiotiques
Et donc, si la bactérie intègre le plasmide, elle intègre aussi des facteurs de résistance. Et donc, si elle intègre les facteurs, elle survit. Dans le cas contraire, elle meurt. Pour vérifier que l'on a bien des cellules avec le plasmide en question, Western blot. Mais on va tout d'abord on va tout d'abord faire un clivage, puis ensuite on va mettre les plasmides dans des cellules de mammifères, et enfin on va voir par Western blot si les protéines ont été produites correctement et si naturellement le plasmide a donc été introduit correctement dans la cellule. Ensuite, nous voyons le détail des étapes du clonage par PCR, donc amorce plus DNTP plus Taq polymérase plus tampon plus matrice obtenue par reverse transcriptase naturellement. Et ensuite, on fait le choix des enzymes de ligation. Transformation de Escherichia coli compétente. Donc tout d'abord, on laisse entrer le plasmide pour permettre la réplication. Ensuite, sélection des bons clones. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons utiliser l'ampicilline, un antibiotique donc, ainsi que des facteurs qui seraient présents sur le plasmide, des gènes de résistance en somme. Puis ensuite, criblage par sélection. Donc on va faire un électrophorèse après clivage, puis on obtiendra 2 fragments. Vient le moment où on produit de l'ARN. Pour cela, on doit tout d'abord avoir en notre possession l'ADN plus un promoteur, plus des facteurs de transcription, plus des enhancers, plus des silencers. Oui, ça fait beaucoup de matériel, je conçois, mais APTES, APFTES sont nécessaires pour reproduire l'ARN. Sinon, eh bien, vous n'obtenez rien. Il faut aussi, dans le cadre de l'interaction directe, un contact entre l'ADN, et la protéine. Mais ça peut être aussi une interaction indirecte, protéine-protéine. Par la suite, nous voyons promoteur, donc c'est la séquence minimale requise,
on retiendra le R qui est tout de même indispensable. Requis, séquence requise, séquence minimale requise. Puis on initie la transcription, donc un T, puis très proche de la partie codante, donc c'est pas à distance comme ça va être le cas pour d'autres parties à venir. Puis soit ubiquistique, actif sur tout type de cellules, soit spécifique en fonction des facteurs de transcription. Par exemple, si ça agit sur un neurone, ça agit pas ailleurs. Donc ça, c'est spécifique. Ubiquistique, ça peut être agir sur un neurone, un hépatocyte, ou donc une cellule de foie, ou autre. Et enfin, le promoteur est unidirectionnel. Donc, il ne va pas aller dans le sens 3', 5'. Il va seulement aller dans le sens 5', 3'. Bien, maintenant, les facteurs de transcription. Ils sont 1, 2, 3. Ils sont requis pour initier la transcription. Ils sont ARN pôle ADN dépendante. Puis on peut dire qu'ils sont ubiquistiques et inductibles. On peut enfin dire qu'ils sont protéines, des que ce sont des protéines qui reconnaissent uniquement une séquence ADN cible positionnée en amont du site plus tôt. En amont, donc avant. Puis par la suite, nous attaquons le sujet de l'enhancer. Donc enhancer vient de l'anglais enhance, je crois. On va augmenter, accroître. Donc tout d'abord, c'est des activateurs, naturellement. Ils sont bidirectionnels, éloignés. Ils augmentent le niveau de transcription. Action à distance. Donc, eux, par contre, ils n'ont pas besoin d'être en contact direct. Ils peuvent être à distance. Quand je vous disais qu'on les verrait cela. Puis ensuite, ils sont responsables de l'expression de tissus spécifiques et inductibles des facteurs de transcription. Fixation de ceux-ci sur les molécules de coactivateurs. Enfin, c'est les coactivateurs qui se fixent. Non. Je vois avoir un petit problème. C'est eux qui se fixent sur les coactivateurs. Ils forment un complexe protéine-protéine. Ensuite,
Là, c'est vraiment l'opposé diamétral, à savoir les silencers. Donc, eux, ils diminuent, en fait. Ils éteignent même l'expression d'un gène. Ils se fixent sur le répresseur et bloquent la transcription du gène. Pour ceux qui se rappellent de l'opéron lactose, on peut faire le lien, je pense, entre l'ACI et le silencer. Ensuite, fonctionnement. Molécule ADN est flexible. Donc, ça, nous le savons, la molécule d'ADN est flexible. Structure qui permet le repliement de l'ADN, mais le fait est que elle est peut-être trop facile à courber, donc voilà. Ces protéines se fixent sur enhancer et silencer, puis se fixent sur la boîte data. Donc la boîte data, c'est l'organite qui produit des suites de TATA, thymidine et adénine, pour être clair. Fonctionnement moléculaire. Il est régulé par la méthylation de l'ADN, car vous vous rappelez, plus il y a de méthyle, plus c'est écarté, je crois. Plus c'est méthylé, plus c'est séparé les deux brins d'ADN. Moins c'est méthylé, moins il y a d'espace entre les brins d'ADN. Tiens, voilà. Donc, en fait, je me suis trompé. Quand c'est fortement méthylé, c'est ferme, voilà, les brins sont resserrés, donc c'est fermé. Et au contraire, quand c'est peu méthylé, alors c'est ouvert. Et donc, voilà. Cela régule, c'est régulé par la méthylation, comme je l'ai dit. C'est régulé donc par la méthylation et par l'acétylation. Mais ce que l'on peut dire aussi par la suite, c'est que on peut l'étudier avec la méthode SHIP. On peut étudier la méthylation des histones par la méthode SHIP, j'entends. Et donc, étude du promoteur, isoler le promoteur et les séquences, puis ensuite trouver des éléments de contrôle positif et négatif, puis ensuite encore vérifier vérification de la fixation des protéines, puis ensuite démontrer
que le promoteur est fonctionnel. Bien, s'ensuit le séquençage des sites hypersensibles à l'ADNase 1 ou DNase sec. Tout d'abord, détection des zones hypersensibles de l'ADN. Il y a un fake sec, puis ensuite site hypersensible, partie de l'ADN non protégé par les nucléosomes, technique ADN isolé, on isole l'ADN, puis ensuite l'ADNase coupe les sites nus de l'ADN, donc on coupe l'ADN, on ne le détruit pas, on le coupe uniquement. Puis ensuite on le met en gène. Puis ensuite on fait une séparation des fragments en fonction de la taille de ceux-ci. Puis par la suite, on utilise des sondes pour trouver les zones spécifiques. Donc, quand je dis que l'on sépare les fragments, j'imagine très bien l'idée selon laquelle on fait une électrophorèse ou un Thorson blot. Savoir si le promoteur est fonctionnel ou efficace. SHIP étudie l'interaction ADN-protéine utilisée par exemple pour le clonage. Ensuite, il y a la méthode EMSA, Electrophorese Mobility Shift Assay, détecte les interactions entre protéines et ADN protéines plus sondes. Migre avec les retards de migration, puis par la suite, hybridation in situ, préparation des cellules, ADN simple brun, préparation des sondes, petit trou dans la sonde, incorporation, base radioactive, hybridation de la chaîne complémentaire, déterminer le site d'initiation de la transcription, extraction ARNM, sonde, hybridation, sonde à nouveau avec de l'ARNM. Activité endonucléasique de la polymérase, dénature l'ARNM,
complémentarité, complémentarité à la sonde, S1 C-mapping. Je pense que le marchand de sable va passer, donc je vous salue bien bas et vous souhaite une agréable journée. Révisez bien vos cours de bio.